Nous allons enchaîner avec la table ronde consacrée aux stratégies énergétiques pour demain, le temps d'une petite mise en place. Trois experts sont donc avec nous. Alors aujourd'hui, c'est le festival des acronymes, autant vous le dire tout de suite. FNCCR, IDRI, Ciel, Territoire d'énergie. Donc on va commencer par un petit tour de table, si vous le voulez bien. Et peut-être qu'on va commencer avec Andreas Rüdiger, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Évidemment, il y avait quelques perturbations de transport, semble-t-il, ce jour en France. Andreas, je vous laisse vous présenter. Déjà, bienvenue ici à André-Zubothéon, au salon ETEP. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous nous parlez. Volontiers. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, merci pour l'invitation. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Donc, je m'appelle Andreas Rüdiger. Je travaille à un institut qui s'appelle l'IDRI, Institut du développement durable et des relations internationales, où je travaille depuis une quinzaine d'années sur les politiques de transition énergétique en Europe et en France, et donc plus particulièrement sur les enjeux de transition électrique, de fiscalité de l'énergie et de gouvernance des politiques de transition énergétique. Vous avez fait de nombreux travaux, vous nous apporterez vos éclairages macro, parce que vous savez ce qui se passe ailleurs dans le monde, ailleurs en Europe, et on pourra se comparer. C'est toujours intéressant de voir quelle est la situation. Lionel Guy, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes chef de département adjoint énergie à la FNCCR. Là aussi un acronyme. Je vous laisse prolonger la présentation, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de nous avoir invités. Donc, Lionel Guy, moi je m'occupe des sujets de transition énergétique à la FNCCR, c'est la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. Une fédération de collectivités qui accompagne les collectivités dans la mise en place des services publics en réseau, autour de l'eau, du numérique, des déchets, de l'économie circulaire et de l'énergie, qui est le cœur historique de la FNCCR, qui existe depuis 1934. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais on a été créé pour accompagner les syndicats primaires d'électrification. Et depuis une vingtaine d'années, on accompagne ces syndicats d'énergie dans la mise en place de leurs projets de transition énergétique. Merci beaucoup. Pierre Simon, je ne sais pas s'il faut vous présenter, mais quand même, on va vous présenter. Vous êtes vice-président du Ciel Territoire d'énergie, chargé de la transition énergétique. Je le disais, c'est une préoccupation, évidemment, quotidienne quand on administre une commune comme la vôtre ou quand on vice-préside un syndicat comme le Ciel. Alors, l'endroit d'où je parle, il est au croisement de deux choses. Je suis une commune, donc un adhérent du syndicat d'énergie, avec des besoins. Je fais partie aussi d'une communauté de communes. Et de l'autre côté, je me trouve au niveau du syndicat d'énergie sur la transition énergétique pour pouvoir répondre à ces demandes de communes et de collectivités qui nous sollicitent. Merci. Voilà, les présentations sont faites. Je rappelle que vous aurez évidemment un petit temps d'échange à l'issue de cette table ronde tout à l'heure. On va commencer avec vous, Andreas, parce que je le disais, c'est toujours intéressant de savoir où on se situe. On parle assez peu aujourd'hui de la transition énergétique parce que d'autres sujets prennent le devant de l'actu. L'instabilité du monde fait que voilà, on a tendance à ne plus forcément penser à la transition énergétique. Est-ce qu'on peut faire une mise en perspective de ce qui s'est passé? Je crois que le Covid a été un tournant dans la manière dont on envisageait, dont on parlait de transition énergétique. Oui, merci. En effet, on est un peu à un point de bascule. Ça a été évoqué par Déborah également. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rappeler un peu notre amnésie face aux urgences de la transition énergétique, parce on est passé il y a à peine 2 ans par une énorme crise énergétique, qui était une crise du gaz avant tout. Alors, j'ai préparé un graphique, je ne sais pas si on peut l'afficher, sinon c'est pas grave. Voilà, ça, merci beaucoup. C'est parfait. Donc, en gros, nous, de notre côté, on avait à l'époque et après essayé d'évaluer en fait le coût économique de cette crise énergétique entre 2022 et 2024. Donc, sur le graphique, ce que vous voyez, facture d'import d'énergie fossile à l'échelle de l'Union européenne, donc qui a explosé en 2022, notamment lié à l'invasion de l'Ukraine, à la crise du gaz et le conflit avec la Russie. Qui a donc doublé, qui a également été très importante en 2023-2024. Donc, rien que là-dessus, l'Union européenne a payé environ 600 milliards d'euros de plus que d'habitude pour son approvisionnement en énergie fossile. De l'autre côté, tous les États membres ont déployé énormément de mesures de soutien pour protéger les habitants et les acteurs économiques face à cette crise. Et donc là aussi, pour la France, par exemple, c'était environ une centaine de milliards d'euros. Donc, si on additionne tout ça, on arrive à des dépenses qui étaient l'équivalent de 1 000 euros par habitant européen par an en moyenne.
Donc c'est extrêmement important et quelque part, on a oublié que la transition énergétique, c'est pas juste une réponse à l'urgence climatique, c'est également un levier extrêmement fort en matière de souveraineté et de résilience face aux crises à venir. On vit dans un monde où la situation politique et géopolitique s'est énormément transformée. Vous parliez du Covid, moi je remonterais même un peu plus en avant. En 2018-2019, l'Europe s'oriente sur un grand projet qu'on appelle le Pacte vert, le Green Deal. Donc à l'époque, c'est le moment où on commence à adopter l'objectif de neutralité climatique comme nouvel horizon de la politique européenne en 2050, où on fixe des objectifs extrêmement ambitieux sur le plan des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, du marché carbone, etc. C'est une centaine de textes au final qui sont décidés, qui sont négociés. Avec la crise d'énergie, évidemment, le regain d'attention pour les politiques de transition a été encore plus fort. Et puis aujourd'hui, on arrive à un moment de flottement que Déborah a évoqué, où on ne sait plus trop où on va. Politiquement, c'est beaucoup plus compliqué. On parle de backlash, alors même que sur le plan géopolitique, cet enjeu de résilience de souveraineté est plus important que jamais. On est certes un peu moins dépendant de la Russie aujourd'hui qu'on l'a été par le passé. On se rend plus dépendant d'autres pays qui présentent des incertitudes assez fortes. Je pense notamment aux États-Unis et aux importations de gaz liquéfié aujourd'hui. Et donc, en fait, rappeler l'importance économique, la rationalité économique qu'il y a derrière cette transition me paraît extrêmement important. Juste pour vous donner un exemple qui illustre assez bien l'intérêt de la transition énergétique face à ces enjeux de souveraineté, ce qu'il affronte, c'est ces objectifs énergétiques décidés le 8, l'Organel de l'environnement, aurait pu être dépendant du gaz russe depuis 2020, grâce en fait à la réduction d'énergie fossile. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Si on peut mettre la deuxième slide rapidement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on est dans un contexte politique qui est beaucoup plus incertain, beaucoup plus compliqué pour les enjeux de transition énergétique. Déborah l'a également évoqué, on parle de backlash écologique, cette idée qu'il y aurait dans la population une sensation de ras-le-bol, de vagues anti-écologiques, de refus en fait d'accepter des nouvelles mesures fortes, qui évidemment correspond aussi à une évolution du paysage politique. Mais en fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous ai mis cette citation sur la gauche, en fait, le backlash écologique, quand on regarde les sondages, les priorités des Français, les valeurs des Français, c'est pas si facile à valider, à objectiver. Les Français, en grande majorité, sont toujours en soutien des énergies renouvelables, sont toujours en soutien de politiques environnementales fortes. Et donc, les priorités n'ont pas tant que ça changé. Donc, le backlash est avant tout une notion qui est portée par la classe politique pour porter un certain projet. Et à côté de ça, on commence à avoir beaucoup de faux débats et de fake news. On est quand même dans l'ère de la post-vérité, il faut le rappeler. Je vous ai mis là la une du journal du dimanche très récemment, qui parle des 300 milliards d'euros pour les énergies renouvelables, des ZFE, de la PPE3, toutes ces choses, ces folies vertes qui vont réunir les Français. Donc le débat, il en est là quand même. Et c'est également dans ce contexte qu'il faut que nous, on arrive à penser, à repenser la transition. Si vous passez à la troisième slide. La question maintenant, c'est cette transition, en fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Là, ces graphiques, il est juste là pour dresser le portrait de la stratégie de transition énergétique qui, globalement, est celle de la France, qui est en grande partie, si on met le nucléaire entre parenthèses, également celle de l'Europe. Le premier levier, ça reste évidemment réduire la consommation d'énergie grâce à la sobriété et l'efficacité. Donc, vous voyez sur le graphique du bas, la taille des camemberts est quand même globalement réduite entre 2023 et 2035 pour la France. Le deuxième gros enjeu, c'est qu'il faut doubler la part de l'électricité d'ici 2050. Donc, c'est l'électrification de la mobilité, donc les véhicules électriques, des bâtiments et de l'industrie. Et pour faire ça, il faut produire beaucoup plus d'énergie renouvelable. Sur les 10 prochaines années, d'ici 2035 en France, si on arrive à faire croître la consommation d'électricité, en face, il n'y a que les renouvelables qui pourront y répondre. Le nucléaire, même si on fait des nouveaux EPR, va forcément arriver un peu plus tard et va essentiellement prendre la relève de réacteurs qui vont devoir s'arrêter à un moment ou à un autre. Donc, j'insiste notamment sur le défi en matière d'électrification. Ce que prévoit la PPE3 aujourd'hui, c'est l'équivalent
d'un réacteur EPR 2 chaque année. Donc plus 10, plus 15 TWh de consommation additionnelle. Donc c'est un véritable sursaut en matière d'électrification. Pareil pour le déploiement ENR, on est sur l'idée de doubler la production d'électricité renouvelable sur les 10 prochaines années. Donc c'est extrêmement ambitieux. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans ce contexte politique difficile, c'est que pour y arriver, il faut qu'encore beaucoup plus qu'avant, on mette les enjeux d'acceptabilité et de justice sociale au cœur des politiques qu'on mène. Et donc, nous, côté IDRI, ce qu'on essaie de défendre aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faut en fait redéfinir les bases, les règles de ce qu'on appelle le contrat social pour la transition écologique en France. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les Français soient prêts à porter ces politiques et envie de les porter plutôt que de s'y opposer? Et donc, ça pose la question de l'accessibilité, ça pose la question de la cohérence des signaux économiques. Juste pour vous donner un exemple, on ne peut pas appeler l'ensemble des citoyens français, des agents économiques, à électrifier rapidement et autant que possible tant que le gaz fossile et le fioul coûtent moitié moins que l'électricité, tant que l'électricité en France est 2 fois plus taxée que le gaz. Donc il y a des choses qui sont totalement incohérentes et là aussi, il faut poser les bons signaux pour que l'ensemble des acteurs puissent agir. Merci beaucoup, Andreas. On va revenir en plateau. J'aimerais bien avoir l'avis de Lionel sur ces questions-là. J'ai l'impression que du coup, en termes de communication, il faut changer un peu la manière d'exprimer les choses pour aller à l'encontre de ce backlash. Backlash, c'est contre-coup, hein. J'ai vérifié, on en a parlé l'autre jour. Backlash, c'est contre-coup écologie. Il faut changer la manière de voir les choses pour tenter de faire changer les mentalités. Oui, tout à fait, vous avez raison, je vais y revenir. Peut-être pour compléter les propos d'Andreas, qui avait un point de vue européen, je vais prendre d'abord quelques minutes pour faire le point de vue sur la politique énergétique française qui fait face aujourd'hui, comme l'ensemble des pays européens, à des choix stratégiques très importants. Vous savez qu'on poursuit tous collectivement l'ambition de la neutralité carbone en 2050 et on est aujourd'hui à l'heure des choix pour savoir quelles sont les stratégies énergétiques qu'on devra mettre en place. La politique française, depuis une dizaine d'années, elle a quand même défini un certain nombre de jalons à atteindre en 2030, 2040, 2050. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on oscille entre ambition et recul. Et on a du mal à traduire des objectifs nationaux en stratégie opérationnelle. Si on fait un focus sur ce qui se passe actuellement au niveau politique français, on a 2 exercices de planification opérationnelle qui sont en train d'être menés en parallèle. On a la fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 3, qui a été travaillée avec l'ensemble des acteurs nationaux depuis 2022, donc 2 ans de travail, une quarantaine de groupes de travail, où on a traité l'ensemble des sujets énergétiques et défini un scénario à 10 ans, par 2 périodes de 5 ans. Et en parallèle, on a un exercice parlementaire avec la proposition de loi Grémillet, portée par le sénateur Grémillet, qui elle aussi avance sur une stratégie opérationnelle. Donc déjà, si on regarde un petit peu globalement ces 2 textes, il faut quand même se rassurer sur le fait que les objectifs généraux sont à peu près similaires. On a un objectif déjà de réduire drastiquement nos consommations d'énergie entre 2023 et 2030. On demandera à l'ensemble des acteurs économiques français de réduire de 20% leur consommation énergétique. Donc des efforts qui vont être faits dans l'ensemble des secteurs. Et je reviendrai après sur l'impact des syndicats d'énergie sur la rénovation et la massification auprès des collectivités. On a un objectif, comme l'a dit Andreas, d'électrification majeure pour sortir de la consommation d'énergie fossile. On doit passer de 58% d'énergie, on doit atteindre 58% d'énergie décarbonée, alors qu'aujourd'hui on a 40%. Un des gros chantiers, c'est à la fois l'électrification, mais aussi la décarbonation des énergies fossiles qu'on utilise tous ensemble. Et le point dur aujourd'hui du débat, c'est la question de la production d'électricité décarbonée. Et même sur cet enjeu, les 2 textes portent des objectifs communs pour atteindre 200 TWh d'électricité renouvelable d'ici 2030 et un peu plus de 560 TWh globalement d'énergie décarbonée. Donc on a 2 textes qui poursuivent les mêmes objectifs. Après, le diable se cache toujours dans le détail. C'est dans la décomposition filière par filière que les parlementaires ont pris un autre chemin par rapport à celui de la PPE. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a un gouvernement qui est en train d'être renommé, en train d'être remis en place. Le précédent gouvernement avait publié un communiqué de presse le 1er août, insistant sur le fait que la PPE 3 allait être publiée prochainement et qu'elle serait corrigée ensuite par les sorties de la proposition de loi Grémillet. J'insiste sur cette PPE sans être trop technique parce que c'est quand même l'outil qui permet au gouvernement français de mettre en place des financements pour la rénovation énergétique, pour le développement des énergies renouvelables, derrière pour travailler sur les questions de formation
d'économie, d'industrialisation de la France, et aussi la question de la distribution et du transport d'énergie en France. Côté FNCCR, avec l'ensemble des élus comme Pierre Simon, on s'est mobilisé pour que l'ensemble des projets portés par les collectivités de transition énergétique puissent être poussés, développés, et qu'on puisse avoir des outils économiques permettant de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est pas simple, mais si on prend l'exemple de plusieurs énergies, comme le photovoltaïque, c'est une énergie qui rentre bien dans l'écosystème de la collectivité. On a du patrimoine, on peut le valoriser, on peut l'utiliser, et on est dans cette forme de circularité locale dans les projets. On développe des projets localement pour des acteurs locaux, pour l'économie locale. Et ça nous permet aussi de décarboner et d'engager des projets de transition énergétique. Mais c'est des projets qui font aujourd'hui face à une révision des dispositifs de soutien qui vont complexifier la mise en œuvre locale. Je voudrais insister aussi, parce qu'on parlera certainement beaucoup d'électrification, mais sur la question de la décarbonation des énergies fossiles. On a 2 grands outils aujourd'hui pour la décarbonation. Déjà, la décarbonation de la chaleur renouvelable à travers le fonds chaleur. C'est un outil qui est quand même discuté chaque année dans la loi de finances. Et on espère, côté FNCCR, on pousse pour que les niveaux du fonds chaleur soient au moins maintenus au niveau de 2025, c'est-à-dire aux alentours de 850 millions d'euros, voire même essayer de toucher 2 milliards. Bon, là, on est peut-être dans le rêve, mais en tout cas d'avoir un niveau suffisant pour aller décarboner les consommations d'énergie fossile. Vous avez ici un exemple très positif sur le développement du syndicat qui a développé une régie chaleur très importante, dans laquelle on va aller substituer du gaz fossile importé, et donc qui crée une dette à la France par l'utilisation de ressources locales, de la biomasse. On va travailler sur des écosystèmes locaux, on va aller travailler avec des forestiers pour extraire la biomasse, des plateformes de transformation. On est vraiment dans cet objet de projet de transition énergétique fait par le territoire pour le territoire. Donc les habitants localement, quand on parle d'acceptation, ils voient les résultats, ils savent qu'on utilise la forêt pour produire leur chaleur. On a l'utilisation de la géothermie et aussi de la chaleur fatale. Lors de la précédente intervention, on parlait de circularité, mais l'idée, c'est d'aller chercher de la chaleur fatale produite par des industriels pour l'injecter dans les réseaux et l'utiliser localement. Donc, on n'utilise pas de nouvelles ressources, on réutilise. Et puis, le dernier chantier sur la partie énergie fossile, c'est la question du gaz renouvelable. Il faut produire du gaz renouvelable en France. Il faut favoriser ce déploiement à travers des dispositifs de soutien qui permettent aux agriculteurs, aux collectivités locales de produire ce gaz pour aller l'injecter dans les réseaux. Merci beaucoup. Je reviens un peu en avant. Je voudrais entendre Pierre Simon sur la question de le contexte géopolitique, international, national, etc. Est-ce que vous sentez que ça provoque un frein, les problématiques pour voter un budget? Lionel évoquait le fait qu'on attende des crédits pour financer des choses. Est-ce que tout ça, ça met en suspens, d'après vous, l'avancée de la transition énergétique dans le pays? Alors, de mon point de vue, tout ça, ça peut ébranler des convictions et dans la courbe que proposait Déborah, se retrouver dans la phase d'un petit peu d'abattement, mais qui est préliminaire à celle de reconstruction au pas par pas. Et donc, à l'échelle d'une collectivité, on se dit, et on le voit quand je dis collectivité, que de la toute petite, ou la France ou l'Europe, on sent le besoin de se fixer un cap. Et si on veut être des albatros, on a besoin de ce cap, même si on est amené à changer de cap, mais de se fixer un cap. Et que ce soit les outils européens, le 3x100, le 3x50, diminuer nos consommations de 50%, ça c'était il y a très longtemps. Et ce cap était plus ou moins fixé. La France s'était engagée aussi à réduire, j'y reviens pas. Mais quand on est à l'échelle de la collectivité ou d'une communauté de communes, il faut qu'on arrive à construire une stratégie pour se trouver là-dedans. Parce que derrière la population, Déborah nous l'a tout à fait montré, la population, elle est complètement acquise au sujet, globalement. Et donc, les gens sont en attente et nous, collectivités, il faut qu'on s'inscrive là-dedans. Donc, à l'échelle d'une communauté de communes, comment on planifie, comment on construit une stratégie en se fixant un cap. Et à partir de ce cap-là, on peut mettre en place un certain nombre d'actions pour aller là où on souhaite aller.
Je reviens à l'acceptation, c'est important, Andreas en parlait tout à l'heure. Sur cette fameuse acceptation, où est-ce qu'on place le curseur pour qu'on soit le plus efficace possible en termes d'acceptation de la part de la population et puis d'avancée techno en matière de transition énergétique? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir le bon dosage et faire passer les choses? Alors si je peux, commencer à répondre sur cette question, que je laisserai après Andreas, compléter, mais je pense que l'acceptation, c'est donner du sens au projet qu'on mène. Avec nos adhérents, syndicats d'énergie à la FNCCR, ça fait par exemple très longtemps qu'on travaille sur ce qu'on appelle nous les nouvelles formes de commercialisation de l'énergie, développement des boucles d'autoconsommation collective, autoconsommation individuelle ou contrat d'achat direct d'énergie renouvelable. Et l'idée, c'est d'amener une valeur supplémentaire au territoire et de se dire: «Tiens, je vois par la fenêtre, une éolienne tourner, mais je sais qu'elle alimente directement ma bibliothèque ou ma piscine, donc je donne du sens. J'inscris l'actif d'EnR dans l'histoire du territoire. Il est créateur de valeur, d'emploi, d'économie, mais aussi de sens, et c'est comme ça qu'on travaille la question de l'acceptation. Après, il y a aujourd'hui, dans le cadre de la loi accélération des ENR, un décret qui en attend sur le partage de la valeur pour continuer à travailler cette question-là. Vous essayer peut-être de flécher des fonds de l'exploitation de cette ressource vers des projets de biodiversité, vers des projets de transition énergétique. On essaye de convaincre ceux qui sont contre. Et on passe énormément d'énergie pour convaincre ceux qui sont contre. Ensuite, l'énergie, on la passe à essayer de faire basculer les indécis pour les associer. Et en fait, j'ai découvert qu'il fallait travailler avec les constructifs, ceux qui avaient un peu de recul, qui n'étaient pas a priori contre, pour vraiment faire tache d'huile et participer de ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer pour moi, demain, c'est de changer de posture, c'est ne pas essayer de convaincre les contre parce qu'ils sont contre. Et ce que j'explique, c'est la stratégie du bistrot. Quand on est au bistrot et on est avec ses copains, ça c'est bien, ça c'est mal. Et quand j'ai pris une décision en disant que ça c'était bien, même si on me montre par A plus B que c'est mal, j'aurais l'impression de perdre la face si je changeais d'avis. Donc, j'ai dit que c'était bien ou j'ai dit que c'était mal. Donc, comment construire et pas qu'on puisse apporter, nous, s'immiscer dans cette conversation de bistrot, mais qu'on puisse travailler avec les constructifs pour faire en sorte que la chose puisse faire tache d'huile, en plus de ce que disait Lionel, tout ce qui est associer les gens au projet dès le départ. Mais on est bien d'accord, personne aujourd'hui ne nie le fait qu'il faille sortir des énergies fossiles. En fait, on est d'accord. Les gens sont convaincus. Bon, voilà, on n'en est plus, oui. Financièrement. Les choses évoluent quand même. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit focus, Lionel, peut-être sur le mix énergétique en France aujourd'hui? On en est où? La transition énergétique, la part d'énergie fossile dans les énergies utilisées dans le pays? Alors là, je vais y aller. Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire pour arriver à 2050? Oui, on est sur la bonne stratégie en termes de production et de décarbonation. Effectivement, on regardait avec Gilbert Vasselon, qui est un local de l'étape et qui travaille à la FNCCR. On travaillait hier sur le nombre d'unités raccordées en termes d'énergie renouvelable. Effectivement, on est sur la bonne trajectoire en termes de production d'énergie renouvelable et de décarbonation. Par contre, là où on rate complètement le coche, c'est sur la question de l'électrification des usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait des scénarios, RTE qui travaille des scénarios de référence, a travaillé plusieurs scénarios sur l'électrification. Et on a été finalement assez optimiste ou trop optimiste sur la question de l'utilisation de l'électricité dans nos usages. Aujourd'hui, on rate ça. On n'arrive pas assez à travailler la question de l'électrification, notamment sur la question de la mobilité qui reste fortement carbonée. Je pense parce qu'on n'a pas pris en compte les coûts aussi induits pour l'ensemble des acteurs pour effectuer ces changements. Mais qu'est-ce qu'on a raté? Je comprends pas. C'est-à-dire qu'on est tous conscients que rouler à l'électrique, c'est mieux. C'est d'électricité par rapport aux actifs de production et qu'on a mis en place aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a sur le marché des effets qu'on appelle des prix négatifs. C'est-à-dire que l'électricité n'a finalement plus de valeur parce qu'on ne consomme pas assez d'électricité. Et c'est pour ça qu'on va voir apparaître dans les années à venir des offres des fournisseurs pour aller consommer plus d'électricité en journée. Pour décaler des actifs de production, par exemple les ballons d'eau chaude électriques qu'on a aujourd'hui la nuit, on le mettra. Pour décaler les heures creuses. Voilà, décaler les heures creuses. On va avoir cette notion-là, et puis aussi pour travailler de plus en plus la question de la flexibilité dans les bâtiments, et ça je sais que c'est quelque chose qui est travaillé ici au Ciel, savoir comment on peut moins consommer à un meilleur moment en lien avec la production et aussi l'énergie qu'on dispose sur les réseaux. Mais en termes de stratégie de développement d'énergie renouvelable, on est assez bon. On atteint à peu près nos objectifs. On était en retard en 2020. On a rattrapé ce retard, notamment sur l'électricité
Et la partie photovoltaïque, on atteindra nos objectifs normalement de 2030 si on met en place des outils économiques permettant de financer ces installations. On a une idée quand même de la part d'énergie fossile encore utilisée dans le pays? Aujourd'hui, 58% de notre énergie est une énergie d'origine fossile. D'accord. Un petit focus sur le nucléaire, parce que c'est intéressant. Vous fournez un petit papier dans le document là, du Salon TEP sur peut-être une opposition entre pro et anti-nucléaire qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être et qui flingue un peu le débat. Je commence à répondre. Effectivement, aujourd'hui, il y a des discussions sur la question de l'électrification. Est-ce qu'elle doit passer majoritairement par du renouvelable ou majoritairement par du nucléaire? C'est en fait une fausse question parce que, comme le précisait Andreas, de toute façon, on est un pays dans lequel on a des intérêts nucléaires, on a une industrie, on a des emplois, on exporte cette technologie. Donc, il y a une partie de notre électricité qui sera fournie par du nucléaire. Et on doit aujourd'hui, pour éviter un effet falaise aux alentours de 2040-2050, c'est-à-dire les centrales qui s'arrêtent, elles arriveront en fin de vie, réenclencher un programme nucléaire. Et pendant ce laps de temps, pendant ces 20 ans de construction, on a largement le temps de développer des énergies renouvelables pour passer ce cap. Et ensuite, on construira un mix équilibré et intelligent. De toute façon, un mix énergétique ou électrique qui doit s'appuyer sur plusieurs pieds. On a besoin du renouvelable, on a besoin du nucléaire. Et c'est compliqué de toute façon d'avoir un scénario 100% renouvelable ou 100% nucléaire. Ça pose des contraintes techniques extrêmement importantes, notamment sur la question du transport et de la distribution. Donc c'est aujourd'hui un faux débat. Mais c'est un débat qui existe sur la place. On a besoin de tout le monde pour faire la transition. Il faut un cocktail efficace. Pierre, sur cette question-là? Alors, On n'a pas de temps à perdre dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. C'est ça? Tout à fait. De toute manière, le débat, il a eu lieu. Il y a une décision qui a été prise. Maintenant, on y va. Par contre, en plus, nous savons ce que nous produisons dans un processus d'électrification. En attendant les EPR, qu'est-ce qu'on met en place? Et la seule solution, ce sont les énergies renouvelables. La sobriété, diminuer nos consommations, mais favoriser, et ça c'est le rôle du syndicat, mais les communes y sont tout à fait attachées, comment on produit des énergies renouvelables. Diminuer nos consommations, certes, diminuer notre empreinte carbone, bien évidemment, mais augmenter la production d'énergie renouvelable. Alors justement, on va s'intéresser aux communes, aux besoins des communes et aux stratégies d'accompagnement de la part de syndicats d'énergie comme le Ciel Territoire d'énergie. Vous êtes donc, vous, au cœur de la mise en œuvre opérationnelle avec le Ciel. Quels sont aujourd'hui les besoins exprimés par les communes en termes de transition énergétique et quelles sont les réponses, quels sont les accompagnements qu'opère le Ciel dans ce sens-là? Alors, ce qui intéresse les communes, c'est comment je diminue mes consommations et comment, surtout, je diminue mes dépenses de fonctionnement. Prenons l'exemple de l'éclairage public. L'éclairage public, c'était un poste très, très important. Je me rappelle, mettons qu'il y a 30 ans, le Ciel, à l'époque, accompagnait la commune pour l'éclairage public. Il y avait 23 projecteurs qui éclairaient l'église de notre village, une église qui ne casse pas des barres. Voilà. Mais 23 projecteurs. Aujourd'hui, c'est 3. Et en plus, qu'on éteint la nuit. Donc, je ne sais pas la puissance nécessaire pour les 23 projecteurs. Donc, des moments d'économie. Nous, on a fait le calcul sur entre l'extinction nocturne et on éteint une frange qui n'est pas très importante. Entre l'extinction nocturne, entre le changement des ampoules, on est tout en LED, 83% d'économie d'énergie en 25 ans. 83%. Alors, la facture, elle diminue bien évidemment, pas dans les mêmes proportions malheureusement, parce que l'énergie coûte plus cher, les taxes coûtent plus cher, mais on doit être à 33% d'économie par rapport à l'euro constant où on payait il y a 25 ans. Donc, des moyens, des leviers d'action, on les a. Et les communes, alors ce sujet-là, l'éclairage public, j'allais dire, les communes sont toutes convaincues, parce que derrière, elles regardent... Oui, ça, on est d'accord, c'est la finance, et là c'est le nerf de la guerre qui fait agir. Tout à fait. Mais... j'allais dire sur l'accompagnement bâtimentaire, en se disant mon bâtiment est énergivore. Alors, je parle même pas du système de chauffage où il est chauffé au fioul et puis on a bien conscience qu'il faut évoluer là-dessus, mais de se dire mon bâtiment, je sais que c'est une passoire, je sais, et qu'est-ce qu'on peut me proposer en termes d'ingénierie, en termes aussi de finances, pour essayer de faire en sorte que ce bâtiment soit moins énergivore,
avec des résultats, bien évidemment, sur les finances, sur le bien-être à l'intérieur du logement de ce bâtiment. Donc là, le ciel intervient, notamment au travers du SAGE, le service d'assistance à la gestion énergétique, à partir de l'analyse des consommations et les pistes d'amélioration dans les différents postes, sur l'enveloppe, les systèmes, le pilotage. Et là-dessus, le syndicat répond à la demande des communes sur chacun de ces points de vue. Après, C'est-à-dire qu'un audit est réalisé, expliquez-nous la démarche. On réalise un audit et on flèche une trajectoire avec la commune, avec le fléchage aussi des financements, etc. Bien sûr, c'est exactement ça. Donc, on se dit que sur ce bâtiment, quels sont les postes sur lesquels je vais devoir travailler, soit de façon one-shot, et on fait tout d'un coup, ou en faisant une programmation pluriannuelle d'investissement. Par exemple, l'école de notre village, en 5 ans, on a rénové l'ensemble de l'école, mais en faisant une classe, 2 classes, l'année d'après 3 classes. Ensuite, on a fermé les bâtiments, les halls, tout ça. Donc, au travers de ça, on a une volonté, mais ça, c'est les communes l'ont, d'interroger le syndicat en disant comment je peux être accompagné d'un point de vue technique, et puis comment je peux être accompagné même d'un point de vue financier. Le syndicat a un appel à projet qui s'appelle Rénolution, donc ça fonctionne, mais c'est pas une grosse aide. L'aide, elle est sur l'ingénierie et sur le fléchage d'aide l'on peut obtenir, le remplir les dossiers pour pouvoir les présenter à la préfecture, solliciter le dispositif acté porté par la FNCCR, je fais simple, hein. Voilà, porté par la FNCCR, d'autres modes de subvention sur des rénovations soit partielles, soit globales à l'intérieur des bâtiments. Il y a les coopérations aussi qui fonctionnent très bien, les réseaux de chaleur, etc. Il faut encourager les synergies, travailler en commun et réfléchir à plus large spectre. Si vous me permettez de compléter ce que vient de dire Pierre Simon, du point de vue national, le syndicat d'énergie, c'est le véritable outil de la massification des projets de transition énergétique pour les communes. Il faut partir aussi d'un postulat qu'en France, on a plus de 20 000 communes de moins de 2 000 habitants qui ne disposent pas de l'ingénierie technique et de l'ingénierie financière pour faire ces projets de transition énergétique. Et le syndicat d'énergie, il est là pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets, faire la place d'eux. Et on le voit sur l'ensemble du spectre, de la rénovation énergétique, de la production d'énergie renouvelable. Les achats d'énergie aussi, les syndicats ont mis en place des groupements d'achat d'énergie à la maille départementale, à la maille régionale, et achètent énormément d'énergie pour le compte de leurs communes adhérentes et pour les acteurs locaux. Ça permet de générer des économies assez importantes. Mais nous, on a cette expression, on dit souvent que le syndicat d'énergie, c'est la boîte à outils de la transition énergétique pour les territoires en France. On vient piocher comme ça en fonction de ce dont on a besoin. Parlez-moi des réseaux de chaleur et des systèmes coopératifs comme ça, et peut-être d'autres systèmes ingénieux dont vous avez connaissance et qui pourraient être inspirants aussi au niveau national. J'imagine que l'idée peut aussi venir des territoires et on fait déployer ça à plus grande échelle. Alors, nous, ce qu'on peut dire sur les réseaux de chaleur, et ce qu'on voit apparaître aussi, c'est cette question de la régie portée par le syndicat d'énergie. Il y a plusieurs en France qui vont développer des réseaux de chaleur pour le compte de leur commune. Pour le compte de leur commune, mais aussi pour des clients privés sur le territoire. Donc, c'est cet outil de massification. La régie, on va réaliser les études, réaliser le réseau de chaleur, l'exploiter, travailler toutes les questions de contractualisation pour le compte ou avec la commune. Et on voit aussi cette question de la chaleur renouvelable, énormément de syndicats d'énergie porter ce qu'on appelle les contrats de chaleur renouvelable de l'ADEME, c'est-à-dire qu'ils vont porter des études de faisabilité pour massifier cette question du développement de réseaux de chaleur. Peut-être juste avant de vous laisser la parole, moi j'aime bien aussi qu'on mette le syndicat sur un point intéressant sur la question de la planification énergétique. Le syndicat d'énergie, il a la compétence autorité organisatrice de la distribution d'énergie. C'est un acronyme un peu barbare. C'est lui qui est capable de planifier le développement des réseaux d'électricité, des réseaux de gaz, et demain, ce que nous on appelle de nos voeux la FNCCR, d'avoir aussi cet aspect développement des réseaux de chaleur, de manière à concerter des développements apaisés sur le territoire et qu'on ne rentre pas dans des concurrences d'investissement sur ces différents réseaux. Et je pense que la question de la planification, c'est aussi un enjeu très important pour le... C'est-à-dire, vous êtes l'organe décideur pour tracer les réseaux, etc. Alors moi, non. Mais le syndicat d'énergie, oui. Dans, bien évidemment, son rapport de concession avec le concessionnaire, Enedis ou GRDF, mais qui puisse aussi accompagner le développement des réseaux de chaleur sur des zones plus denses des départements, pour qu'on puisse se dire, dans cette poche-là, aujourd'hui,
On a des clients qu'on pourrait basculer sur un réseau de chaleur, mais il y a un réseau de gaz, donc on essaie de regarder comment on peut décarboner le réseau de gaz. Essayer vraiment d'avoir une planification apaisée du développement des ENR et la spatialiser de manière à pouvoir travailler. Et il y a des organes au sein des syndicats d'énergie, les commissions consultatives qui permettent de travailler avec l'ensemble des EPCI et des communes. Et dans un périmètre relativement réduit, construire un réseau de chaleur intéressant, ces 4 types de collectivités, c'est une réalisation qui va se faire demain à Feurs. Donc c'est vraiment, j'allais dire, l'exemple le plus parlant de réalisation concrète. On parle pas de réseau de chaleur pour les particuliers, hein, on n'en est pas là, mais ne serait-ce que fédérer 4 collectivités avec 4 enjeux différents, je vais pas changer et mettre 4 chaufferies dans 4 ou 5 parce qu'il y avait plusieurs gymnases. Donc l'intérêt d'être ensemble, de pouvoir être accompagné au niveau de l'ingénierie par le syndicat, au niveau financier par le fonds chaleur porté par le syndicat et la LEC 42 au niveau départemental. Donc c'est tout l'intérêt de pouvoir mutualiser ensemble et de pouvoir répondre dans le cadre d'un réseau de chaleur. Des stratégies en synergie. Je vais intervenir sur le La planification, la planification, planifier, je parlais d'un cap. Derrière, c'est ce qu'on appelle les plans climat, air, énergie territoriaux qui sont portés par les communautés de communes. Toutes ne sont pas obligées, mais dans la Loire, maintenant, toutes ont bien pris en compte l'intérêt de se fixer ce cap-là et que ce soit le syndicat d'énergie ou avec la LEC, localement, on accompagne l'ensemble des collectivités qui le souhaitent dans cette planification de plans climat sur les 3 objectifs, diminuer les consommations, diminuer l'empreinte carbone et augmenter la production d'énergie renouvelable. Là, c'est vraiment une stratégie mise en place. Alors, on se fixe le cap, on se fixe des objectifs mesurables et derrière, on décline en actions à destination soit des collectivités, soit des entreprises, soit de monsieur et madame tout le monde, pour faire en sorte qu'on puisse répondre dans les 3 thèmes dont j'ai parlé, avec des outils de mesure. Nous, on a un logiciel qui s'appelle Prosper, un outil de planification qui nous permet de mesurer, de se dire, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, tous les 3-4 ans, voilà où on en est. L'interrogation que vous aviez pour Lionel en disant est-ce qu'on est dans la trajectoire, si on fait rien, voilà ce qui se passe, ou même comme ça, si on fait rien, c'est comme ça, et autrement, à partir du moment où on s'engage, ça permet d'infléchir les courbes. Le photovoltaïque, là aussi, on a l'impression qu'on voit aujourd'hui partout le photovoltaïque sur les bâtiments publics. On a vraiment franchi un seuil acceptable, ou on en est où? Alors, à l'échelle on fait dans l'autre sens, et je parle du micro et après de façon globale. Le photovoltaïque, le syndicat accompagne, on a un gros service photovoltaïque parce qu'il y a une grosse demande des communes. Donc, j'allais dire, il y a plusieurs choses. Il y a le côté étude, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, mettre en place des panneaux, oui. Pourquoi? Pour le bâtiment, en autoconsommation individuelle, pour une autoconsommation patrimoniale, pour l'ensemble de vos bâtiments de votre collectivité. Donc ça, c'est le deuxième, j'allais dire la deuxième brique. Et la troisième brique, c'est vous voulez le porter, vous voulez que le syndicat le porte pour vous. Donc ça veut dire c'est soit la commune qui investit, soit c'est le syndicat qui investit pour le compte de la commune dans son secteur. Alors, on a une offre, j'allais dire, relativement large pour pouvoir répondre aux besoins des collectivités. Ouais, c'est du cas par cas quasiment. Complètement. Tant sur la puissance que le mode d'organisation que le portage financier. Il y en a l'air. Et après, on parlera mobilité électrique. Alors, le photovoltaïque, oui, de toute façon, c'est l'énergie renouvelable préférée des Français. C'est celle qui pose le moins de débats. Après, il peut y avoir des discussions au niveau national, effectivement, sur son coût et à la charge au niveau de l'État. Mais en tout cas, on est à peu près aujourd'hui à 25 gigas de déploiement en termes de puissance, avec un objectif à 2030-2035 qui sera de 50 et de 65. Donc, on va voir le renouvelable, enfin en tout cas le photovoltaïque se développer. Comme je le disais, c'est l'énergie préférée des collectivités pour 2 raisons. Parce que, comme vous l'avez dit, ça s'intègre bien dans le patrimoine de la collectivité. On peut développer les circuits courts autour. C'est assez peu irritant en termes de paysage. C'est assez peu irritant en termes de paysage. Après, la question de l'irritation au niveau du paysage, elle est quand même assez interpersonnelle. Ça y est, des choses qui sont... Les gens sont Quand on voit le temps qu'ont mis les éoliennes à sortir dans la Loire. Après, non, mais la question, c'est surtout, il faut expliquer pourquoi on le fait, quels intérêts on a à le faire.
Et après, sur le photovoltaïque, voilà, il y a des obligations aussi qui sont données aux collectivités de solariser leur patrimoine. Donc, il y a une obligation réglementaire. Donc, effectivement, c'est l'énergie qu'on va voir se développer au cours des années prochaines si on a des modèles économiques qui permettent de le faire. Et nous, côté FNCCR, nous, on travaille sur des nouveaux modèles pour essayer de sortir un peu des soutiens d'État et pouvoir avoir des systèmes autoporteurs économiquement. Sur la mobilité, là aussi, c'est un vrai sujet, notamment en zone rurale. La transition énergétique, c'est aussi faire en sorte qu'on décarbone nos modes de déplacement. Pas toujours évident dans les zones rurales, et j'y reviens. Là aussi, il faut adopter des stratégies pour vous parliez de cette problématique-là initialement en introduction. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, avec la préfecture, nous avons mis en place un SDIRV, schéma départemental des infrastructures. Continuez avec les acronymes. Voilà, mais un schéma départemental, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a de ce dont on a besoin au niveau départemental, et avec la préfecture, on a mis en place un système qui fait qu'à 15 minutes, on est dans tout point de la loi, à 15 minutes, on a une borne de recharge électrique publique qui permette à tous les véhicules de se recharger. Donc, à partir de ça, on travaille avec les collectivités pour pouvoir répondre. Là, on en est, j'allais dire, l'ensemble du département, à une ou deux exceptions près, émaillé, ce qui fait que un utilisateur de véhicules électriques, dans les 15 minutes, où qu'il soit dans la Loire, 15 minutes autour de lui, il a accès à une borne de recharge électrique. On m'informe dans l'oreillette que nous venons de retrouver Andreas. Très heureux de vous retrouver, Andreas. Alors, je ne sais pas si vous avez pu suivre nos propos. En tout cas, nous avons parlé acceptabilité, nous avons parlé réseau de chaleur, initiatives locales. Peut-être vous entendre là-dessus sur les initiatives locales, les synergies locales accompagnées notamment par les syndicats d'énergie. Est-ce que c'est une solution aujourd'hui pour des bonnes pratiques et puis pour une vraie stratégie nationale de transition énergétique? Je souscris entièrement à ce que Lionel disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'il faut donner du sens aux projets et plus généralement aux politiques de transition et éviter à tout prix le caractère erratique, ce qu'on appelle le stop and go, hein, le fait d'aller dans un sens, puis d'arrêter, puis de revenir, qui perturbe autant les citoyens que les acteurs économiques. Donc, par rapport à ça, oui, faciliter l'appropriation des projets, faire avec les gens, avec les collectivités, avec les citoyens. Ça se fait en France de plus en plus, ça se fait dans d'autres pays. Personnellement, j'avais contribué à des études pour montrer qu'en Allemagne, par exemple, 50% des actifs des projets d'énergie renouvelable sont aujourd'hui détenus par les citoyens et par les acteurs locaux. Donc, ça inclut les syndicats d'énergie, les collectivités, les agriculteurs, les entreprises locales. Donc, c'est quand même un mouvement énorme. C'est quelque chose qu'on voit aussi fleurir aujourd'hui bas au Danemark, dans plein d'autres pays. Cette idée de générer de l'accepter en faisant en sorte que les bénéfices soient locaux, que la valeur ajoutée reste locale et surtout qu'on arrive à donner du sens à ce projet-là. Pour reprendre un peu de hauteur sur un autre enjeu politique qui me paraît clé, c'est la question de la fiscalité et de la taxe carbone. En France, on a un peu un malentendu sur l'idée que depuis les Gilets jaunes, depuis 2018, on ne peut plus rien faire en matière de fiscalité écologique, c'est bloqué, c'est inacceptable. On a été beaucoup en fait d'experts à mener des travaux après les Gilets jaunes pour comprendre en fait qu'est-ce qui anime les Français, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est acceptable. Et ce qui en était sorti, en fait, c'est pas du tout que les Français sont contre la fiscalité écologique. Ils demandent juste qu'elle soit appliquée avec 3 principes très clairs. Le premier, c'est la justice sociale, c'est-à-dire faire en sorte que chacun paye la juste part par rapport aux émissions qu'il a et surtout par rapport à ce qu'il peut payer. Donc, ça veut aussi dire aider les plus modestes. Le deuxième critère, c'est la transparence. Donc, montrer où va cet argent, pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser, être très clair sur le fléchage, comme quoi ces recettes vont servir justement à rendre plus accessible la transition et en particulier l'électrification. Et le dernier, c'est l'efficacité, ce que j'abordais tout à l'heure. Arrêter le stop and go, avoir des politiques qui soient lisibles, qui soient efficaces dans le temps. Et si on réunit ces critères, on peut très bien y arriver. Donc, le maillon local, il est essentiel dans la chaîne, ça a été évoqué. C'est lui, quelque part, qui anime, qui met en œuvre ces projets. Mais tout comme les citoyens, il ne peut pas travailler face à des signaux qui seraient incohérents, qui seraient contradictoires. Donc, je reviens à ce que je disais au début. Aujourd'hui, l'État a une responsabilité, l'Europe aussi, pour faire en sorte qu'on ait notamment les bons signaux économiques qui nous permettent d'aller facilement vers ceux qu'on veut atteindre collectivement. Je donnais l'exemple du prix de l'électricité. Si les gens aujourd'hui se détournent
du véhicule électrique, de la pompe à chaleur. C'est à la fois parce que le prix du gaz a énormément baissé par rapport à 2023-2024, mais aussi parce qu'ils ont peur que le prix de l'électricité puisse encore augmenter. Donc l'État, quelque part aujourd'hui, s'il veut massivement accélérer sur l'électrification, est dans l'obligation de donner des gages. Donc, moi, j'appelle ça une règle d'or. L'État doit s'engager sur une règle d'or comme quoi il va stabiliser les prix de l'électricité, voire il va les baisser grâce à la fiscalité, pour que les gens se disent, OK, je suis prêt à investir. Je suis prêt à investir sur un horizon de 10 à 15 ans dans un véhicule électrique, dans une pompe à chaleur, dans une rénovation énergétique, etc. Donc, chacun a sa part de responsabilité du local au national et à l'européen, mais il faut vraiment maintenir ce principe de la cohérence des réglementations et des schémas économiques. On pourrait imaginer qu'un contrat social de l'énergie soit souscrit entre la population et les instances gouvernantes, qu'on se mette tous d'accord sur là aussi une stratégie à long terme et puis un engagement en termes de fiscalité. La seule difficulté, c'est une difficulté administrative, techno, qui est vraiment très complexe et qui fait que de se dire localement, on produit, on met tout dans le paquet commun et on se répartit la production entre tous les usagers d'un secteur, théoriquement, ça nous semble évident. Et en plus, on perd beaucoup moins dans les réseaux de transport, dans tout ça, et ça évite de redimensionner les réseaux de transport. Mais ça, c'est un modèle théorique qui est super intéressant, sauf que techniquement et en termes d'organisation, on arrive à mettre en place des usines à gaz, c'est de l'électricité, mais des usines à gaz qui sont très complexes de mise en œuvre. Oui, je pense que de toute façon, pour faire la transition, il faut un pacte social partagé par tous. C'est une ligne commune, un objectif commun partagé par tous. Je souscris ce qu'a dit Andreas. Après, sur la question de l'énergie, je vais faire une boutade, mais on en avait un pacte social, ça s'appelait les tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz. C'était au contraire un prix, en tout cas, qui était partagé par tous, avec des différentes typologies, effectivement, en termes de puissance. On a choisi de libéraliser le marché, notamment celui des collectivités, massivement depuis 2015, ce qui ne favorise pas aujourd'hui d'envoyer des signaux long terme sur le prix des énergies. Andreas, on vous a senti dubitatif à l'écran. Non, oui, c'était juste par rapport au fait que les tarifs réglementés existent toujours. Mais effectivement, je suis d'accord avec Lionel, ils n'existent plus pour les entreprises ou les grandes entreprises et les collectivités au-delà de certaines tailles. C'est typiquement le genre de question où l'Europe aujourd'hui arrive aux limites d'une doctrine qui a été posée en fait il y a 30 ans sur le fait de se dire en fait la libéralisation des marchés est une fin en soi. Je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est largement remis en question, y compris dans les autres pays, tout comme la question de la politique industrielle et du marché intérieur. C'est-à-dire, c'est dire, est-ce qu'aujourd'hui l'objectif du marché intérieur européen et de la politique européenne, c'est de juste faire en sorte qu'on ait une libre concurrence entre pays, ou est-ce que c'est de rendre l'Europe ensemble plus forte vis-à-vis de l'extérieur, donc vis-à-vis de ses rivaux qui sont essentiellement la Chine et les États-Unis. Donc là, il y a quand même un changement qui s'opère, et ce qu'a dit Lionel est vrai. C'est évidemment plus complexe. En France, on a un autre exemple, mais la référence est intéressante parce que le tarif réglementé, c'est un peu un des concepts de base avec la péréquation du service public de l'électricité que la France a mis en place depuis 1946. Et c'est précisément ce qu'il faut aujourd'hui redéfinir par rapport aux nouveaux défis qu'on a avec la transition électrique. Et c'est pour ça que je disais, en fait, cette idée de contrat social, c'est vraiment ça. C'est de définir un pacte pour l'électrification de la France. On pourrait imaginer de changer complètement de paradigme et de revenir à un service de l'énergie publique, nationaliser tout ça. Bien. Est-ce que ça peut être un incontournable pour les années à venir au vu des incertitudes? Il existe ce service public de l'énergie au niveau national, sauf qu'il est attaqué par la volonté de mise en concurrence et tout ça, mais il existe ce service public de l'électricité, et notre modèle français, qui surprend beaucoup d'autres partenaires européens là-dessus, parce qu'ils n'ont pas du tout le même modèle. Nous, c'est quand même quelque chose qui est vu à l'échelle nationale, avec des liens entre les deux. Donc, ce service-là, alors après, ce dont vous parlez tous les deux, le contrat social, j'allais dire, c'est une volonté politique, puisqu'il faut pouvoir le faire accepter par l'Europe et accepté par le français. Donc c'est l'entre-deux, et comment on y travaille. Me semble-t-il, Andreas parlait tout à l'heure de justice sociale, transparence et efficacité.
Quand je dis nous, c'est qu'on soit maire, qu'on soit président d'intercommunalité, président d'un syndicat ou dans ces eaux-là, nous avons un devoir de faire savoir ce qu'on fait et des bénéfices que ça peut apporter au niveau du territoire. Une chaufferie bois qui remplace une chaufferie mazout, c'est quoi l'intérêt? C'est pour le citoyen. Et le faire savoir, on sait faire. Faire savoir, il faut qu'on fasse beaucoup. Faire la paix, dégager dans ça, comme la mairie qui a communiqué sur ce que coûtaient les services publics en affichant les coûts réels et les coûts payés. Nous allons devoir conclure pour laisser la parole aux échanges à présent. Une petite question pour terminer. Quelle doit être la priorité, d'après vous, Lionel Guy, quelle doit être la priorité de nos instances dirigeantes? Tiens, alors on n'a pas de gouvernement. De fournir un cadre stable pour qu'on puisse développer, poursuivre les modèles de développement Donc arrêter les stop and go, non, déclaré Andreas. Pierre. Alors, j'allais dire la même chose, c'est se fixer un cap, prendre de l'envergure et s'envoler. Dépasser les échéances électorales. Survoler les échéances électorales. Andreas. Alors, compliqué parce qu'il y en a plein, mais moi je tendrais à dire un plan d'action pour l'électrification. Je pense que si on arrivait à court terme à poser les bases pour accélérer l'électrification des usages, en fait, ça permettrait derrière de résoudre plein d'autres soucis qu'on a évoqués, les prix négatifs, l'impression qu'on a aujourd'hui d'avoir trop d'électricité décarbonée, etc. Merci beaucoup à Andreas de nous avoir accompagnés, même en visio. Merci beaucoup à Lionel Guy et merci à Pierre Simon. Allez, merci à tous. Le salon continue évidemment ici au câble. Très bonne fin de journée à tous.